Laurent. Bonjour Laïne. Pour Bienvenue. commencer, oui. Pouvez-vous présenter vous-même les Champagne Villemars Bien à sûr. nos amis chinois? Avec grand plaisir. Mm. Alors, la maison Villemars est d'abord une maison familiale qui est au cœur de la montagne de Reims. On est juste à Rilly-la-Montagne, en premier cru. Un petit peu juste pour situer, juste entre les deux villes, entre Reims et Épernay. Reims étant au nord et Épernay étant au sud. Eh bien, Rilly est juste au pied de la montagne de Reims. Donc là, on est dans ce terroir plutôt de pinot noir et de meunier, avec, il reste à peu près que 20% de chardonnay. Alors la maison Villemars, elle est un paradoxe, parce qu'elle est à l'inverse en fait de cet encépagement-là. Elle a plutôt 70% de chardonnay et 30% de pinot noir. Donc il y a déjà une empreinte différente un petit peu des autres maisons aux alentours. La définir, bien sûr, c'est important. On est une maison familiale depuis 1890. Moi, j'ai la chance d'être la 5e génération. C'est mon arrière-arrière-grand-père, Désiré Villemars. Ensuite, il y a eu Charles Villemars, mon grand-père avec qui j'ai travaillé, Renan Villemars. Et puis, moi, je suis Laurent Champ. Donc, entre Champ et Villemars, il y a un petit décalage. En fait, c'est simplement parce que ça vient du côté maternel. Okay. Ma maman, c'est Nicole Villemars. Voilà, donc en fait, cette maison, cette jolie maison de Champagne provient du côté maternel. Donc 5 générations, aujourd'hui 6 générations avec Thomas, mon fils, qui nous a rejoint bientôt maintenant, il y a 2 ans. Alors, notre maison, en fait, s'attache évidemment, je dirais, à 2-3 choses. D'abord au terroir, ce qui est vraiment très important, c'est la vigne, ce sont nos racines. On a cette chance d'être implanté sur Rilly-la-Montagne. Normalement, c'est plutôt un village qui est exposé est, nord-est et nord. Et donc là, on a encore quelque chose de paradoxal pour Villemars, parce que nous, la moitié de notre domaine est sud-sud-est. Donc où là, on va pouvoir recevoir toute la lumière, profiter du soleil levant, profiter du soleil couchant, et donc toujours avec cette majorité de chardonnay. Alors, nous sommes en haute valeur environnementale, nous sommes en viticulture durable. Alors, je sais que tu donnes beaucoup de séminaires, tu as déjà expliqué ça, mais concrètement, c'est notre volonté de prolonger en fait un peu cette harmonie avec le terroir, avec le sol, le respect du sol, de la vigne, de l'environnement et de l'humain. C'est très très important chez nous. Voilà, ensuite, peut-être deux grandes particularités pour la maison, pour notre maison, c'est que depuis l'origine, eh bien en fait, on élabore tout, la fermentation alcoolique, le vieillissement en foudre, qui sont des gros tonneaux, et en pièces de chêne pour les millésimes. Ça, c'est très important, parce que je pense que notre philosophie, c'est on élabore un vin avant de faire des bulles. Ça, c'est très très important. Et puis, peut-être la dernière touche un peu finale sur nos cuvées, c'est qu'il n'y a pas de fermentation malolactique. Pour garder un peu cette tension, cette fraîcheur, cette identité, cette structure du vin initial. Voilà, elle n'est pas faite, elle n'est pas déclenchée chez nous. Okay. Pour essayer d'aller sur cette précision et élégance de vin. Ok, bon, maintenant j'ai 2 questions. Déjà, les ancêtres ont choisi les vignes qui sont différentes des autres du village pour planter un peu plus de chardonnay, ou tu as changé les raisins, les cépages choisis après? Oui, alors en fait ça a été cette volonté de se rendre compte que en fait sur des expositions sud, déjà non pas nord et puis nord-est, et surtout sur des terrains calcaires, parce qu'on a cette chance d'avoir, je vais prendre l'exemple de cette belle parcelle qui s'appelle les Blanches Voies, ça signifie blanche comme la craie, et voies ce sont les routes de vigne. Et bien en fait ils se sont rendus compte donc que le chardonnay se mariait et se plaisait bien en fait sur ce terroir. Donc ils ont déjà commencé à mettre beaucoup de chardonnay, et c'est vrai que moi, en arrivant depuis à peu près dans les années 92, j'ai continué, j'ai remarqué aussi ce phénomène-là, et c'est vrai que j'ai continué à replanter pas mal de chardonnay. Mais j'aime bien toujours garder une sorte d'équilibre, on va dire 2 tiers de chardonnay, 1 tiers de pinot noir. Bon, je sais pas, c'est pas un choix, c'est vraiment la chance. C'est très divers. En fait, tu sais, il y a beaucoup de méthodes un peu empiriques, ça veut dire qu'on regarde, on observe, on écoute aussi la nature, et puis on voit peut-être aussi ce qui se plaît le mieux. Et après, on s'adapte en fait. On est en tant que vigneron, je pense qu'on peut essayer de s'adapter à la mère nature. Parce que quand on achète une vigne, on ne peut pas choisir quelle vigne. C'est exact. Mais on peut choisir
à changer les cépages, par exemple, après. Bien sûr, après, c'est Ok. vrai. Mais les vignes étaient déjà, quand je suis arrivé, les vignes étaient déjà là. Après, j'ai adapté aussi un peu la méthode culturale et puis aussi au moment de replanter certaines parcelles, Mhm. c'est vrai qu'on a un choix. On se dit est-ce qu'on va remettre le même cépage ou pas. Voilà. C'est vrai qu'il y a certaines parcelles qui étaient en pinot noir que j'ai mis en chardonnay, les Ok. solitaires crémeuses. On pourrait parler un peu plus de toi, sur toutes les expériences avant, c'est toujours dans les vins ou il y a Oui, d'autres expériences? ben en fait, Parce qu'on aimerait bien connaître le chef de table, bien sûr, ce ouais, qui c'est fait vrai, le vin. c'est Hein. vrai, c'est vrai. Alors, en fait, à l'âge de 14 ans, il faut choisir une voie. En France, il faut choisir assez tôt. Et moi, c'est vrai que le métier de vigneron ou d'élaborateur de vin, ça me parlait pas énormément à 14 ans. J'aurais, je pense, préféré être pianiste, jouer du piano, mais je pense que j'étais pas assez bon, donc je suis pas pris cette voie-là. Ou alors ce que je rêvais, c'était être journaliste ou essayeur de voitures de sport. C'était ça, moi, qui m'intéressait. Ok. Et en fait, quand tes parents viennent te voir et te disent, bon, ben voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu veux quand même faire l'école de viticulture, d'œnologie et avis? Tu dis, bah oui, pourquoi pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis en fait, ça m'a quand même intéressé. C'est vrai, ça m'a intéressé. Après, pour être franc, après avoir fait 6 années d'études en viticulture, en œnologie, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment me passionner? Donc au début, c'est vrai qu'on tâtonne, on hésite un peu, on n'est pas sûr en fait. Et puis on ne connaît pas son vrai chemin dès le départ, quand on a 22 ans. Et puis pendant 1 an ou 2 ans, ça, j'ai eu quelques hésitations. Et puis après, c'est vrai que mon père est parti à la retraite et je me suis dit, bah, voilà, maintenant c'est maintenant ou jamais. Mm. Et puis le fait d'être responsable et puis on te transmet quelque chose. Parce qu'à l'âge de 24-25 ans, mon père m'a dit, bah, tiens, voici les clés de la maison, maintenant c'est à ton tour. Mm. Donc là, c'est quand même une charge psychologique, émotionnelle, physique aussi, et intellectuelle. Et j'ai commencé petit à petit à amener ma patte, à peut-être à faire aussi avancer les vins. Alors toujours, moi j'aime bien garder un côté un peu historique, traditionnel, mais j'aime bien aussi avancer de l'avant, c'est ça, voilà. Okay. Et puis c'est vrai, je me suis tourné aussi vers l'export, vers l'ouverture un peu des marchés, et je pense vers aussi l'ouverture des esprits. Voilà, je voulais pas rester confiné en France. Voilà. Et puis en fait, c'est au fur et à mesure. Cette passion est venue, elle s'est marquée, elle s'est un peu comme un jeune plant qui commence à prendre ses racines en terre. Et puis avec le temps, il commence à descendre les racines plus profondément, et puis aussi à se développer un petit peu à l'extérieur aussi. Et puis à trouver son chemin, sa voix et son expression. Ok. Voilà. Donc le vin est vraiment le reflet de ton caractère. Donc le piano, voiture sport, Oui. c'est comme le chardonnay à Rie. Ah oui, la grande vitesse. Avec le paradoxe. Ouais, c'est vrai. Ok. Donc, depuis 95, tu as apporté des changements. Ouais. C'est vrai, c'est important comme question parce que chaque bouteille de vin, de chaque domaine, pour moi, il y a au moins, tu vois, s'il y a à peu près cette hauteur, cette puissance dans une bouteille, mais pour moi, il y a au moins ce volume-là, cette intensité humaine. Et je suis convaincu que chaque bouteille de vin est l'image de son vigneron, de son éleveur, de son élaborateur. Et c'est vrai que c'est à la suite d'expériences, de ressentis, eh bien, on va le transmettre à son vin. Ok. Et c'est vrai, sur son chemin n'est qu'en fait une somme des expériences vécues. Ok. Donc, par exemple, quel changement tu as fait Alors, de ces années? déjà, au tout début, on a parlé des cépages, on a parlé en méthode culturelle, c'est vrai. Papa était en dynamie, en biodynamie. Je me suis plus orienté vers alors ça s'appelait pas encore comme ça à cette époque-là, mais la haute valeur environnementale, viticulture durable, ça me parlait énormément. J'ai jamais voulu trop m'enfermer dans quelque chose d'hermétique et de clos. Voilà, je suis assez indépendant, même d'esprit, d'état d'esprit. Donc j'étais plutôt, ma philosophie, c'est plutôt de prendre le meilleur de chaque méthode. Je ne suis pas convaincu qu'une seule pure et unique méthode soit la bonne. Elle peut être bonne une année, mais pour moi, si tu me demandes quelle est la meilleure méthode, par exemple pour les vignes culturales, c'est celle de l'année prochaine. Okay. C'est celle qui va m'apprendre cette année, et l'année prochaine, je ferai peut-être encore un peu différemment. Voilà, parce qu'en fait, on n'est que ici pour s'adapter
en fait à la nature, au climat, enfin d'essayer de s'adapter en tous les cas. Donc le père était un des premiers à faire biodynamie en Champagne. Ben alors, 1970, 1970-1972, biodynamie, tout en foudre. Ok. Première cuvée prestige, le grand cellier, bouteille spéciale, étiquette spéciale. Ouais. Donc je pense qu'il était vraiment, vraiment précurseur. Ok. Et en 1970, il a amené les premiers foudres dans le village, dans sa maison. Il les a roulés dans la rue. Et je pense que les vignerons l'ont regardé, ils ont dû croire qu'il était fou d'amener des foudres en pleine vendange et de commencer une vinification comme ça. Parce qu'il y a encore, je peux le dire, il y a encore 15-20 ans, on nous traitait un peu de dinosaures de vinifier sous bois. Et je crois qu'aujourd'hui, le bois est devenu... Donc tu es toujours d'accord de la vinification sous bois? Absolument. Ça, absolument. c'est- Je pense que la vinif sous bois, c'est quelque chose qu'il faut utiliser avec sensibilité et intelligence. Un très très bon ami dit The wood is a good servant but a bad master. Le bois, c'est un très bon serviteur mais un très mauvais maître. Et il est juste là pour nous accompagner et accompagner nos vins. Voilà, il ne faut pas qu'il marque, il ne faut pas qu'il bloque, il ne faut pas qu'il étouffe le vin. Bien au contraire, il va juste lui amener la petite touche de micro-oxygénation et lui donner un peu peut-être un potentiel de vieillissement ou de garde. Bien entendu, évidemment, c'est le vin à la base qui va le décider. Ok. On va citer nos 3 mots pour décrire la maison déjà et le vin de Myanmar. Ça va être différent. Bien sûr, oui, alors la maison, je dirais peut-être, je sais pas, je dirais histoire, sincérité, émotion. Ok. Je dirais ça. Le vin, je dirais élégance, précision, gourmandise pour les vins. Tu vois, on revient au Merci. chiffre 3. On disait tout à l'heure, mais 3, ça fonctionne pas mal. Et Ok. puis, tu me demandes aussi peut-être ce que j'ai apporté. J'avais fait des voyages d'études dans les années 95 et je m'étais baladé un peu en Bourgogne, comment dirais-je, Beaujolais, le Sud, Bandol, Bordeaux. Et en revenant en Champagne, je me disais, mais tous les autres maisons, tous les autres domaines aux régions vinifient tout en pièces. Et en revenant ici en Champagne, il n'y avait pratiquement personne qui vinifiait en pièces. Et donc j'ai amené aussi tous les fûts, toutes les pièces aujourd'hui bourguignonnes de la maison. Et c'est vrai que depuis, alors on vinifiait déjà tout en foudre, mais j'ai voulu encore affiner, aller plus loin dans la précision, dans l'élaboration de nos champagnes. Ça c'était important. Ok. Donc les mots, vous aimez bien l'esprit et l'âme, c'est en dehors Ouais, ça de ces va. 3 mots. Ouais, c'est C'est vrai. en plus. Mais en fait, je pense que le vin, alors le champagne encore plus, je pense qu'il y a une alchimie dans le champagne et il y a à transmettre cette émotion. Et si on arrive à faire ça, je pense qu'on a déjà fait un bon bout du chemin. Je pense que quand on déguste un champagne, toi qui es une grande spécialiste de tous les champagnes, de la Champagne, en fait, il y a ça, tu ressens une émotion, tu vibres. Oui. Et c'est vrai que l'esprit, parce qu'il nous faut un esprit, je pense, pour réaliser ça. Et après, si on peut donner un peu une âme à notre vin, oui, ça m'intéresse. C'est faire la différence entre un bon champagne et un grand champagne. Oui. L'âme et l'esprit. Ouais, je suis d'accord. Tu as raison. Parce que techniquement, ils sont des très bons champagnes. Il faut des âmes et l'esprit en plus. Ouais. Si tu as l'esprit et l'âme en plus, je pense que ça fait la différence, ou ça t'élève encore un peu plus. Ouais. Ok. Donc, j'ai vu qu'il a des œuvres d'art ici. Ah oui. J'aime bien là aussi. Ah oui, j'aime beaucoup. Ok. J'aime beaucoup. Et la collaboration avec Bon des Arts, mais aussi d'autres projets peut-être. Absolument. On a l'art, je pense, fait appel à notre sensibilité et à l'émotion. Ça m'a toujours émerveillé. Ça m'a toujours sensibilisé. Et je pense que l'art amène aussi à la curiosité, à une sorte aussi de connaissance, même si elle est toute petite. Hein, mais apprendre, ça m'intéresse et ça me parle. Alors oui, l'art. On a fait intervenir un jeune artiste rémois, parce qu'on aime bien aussi travailler avec les personnes locales, qui s'appelle Yemza, qui nous a peint. On a eu cette idée de dire, mais pourquoi pas essayons de transmettre un peu l'image ou l'identité d'une vigne qui nous sert pour notre cuvée émotion, et d'essayer de la mettre sur une étiquette. Alors ça n'a pas été évident au début, il nous a peint une jolie toile en couleur. On a d'abord fait une étiquette complètement en couleur et en fait ça n'allait pas. C'était peut-être trop exubérant pour la maison. Donc en fait après on l'a ramené à plus quelque chose de noir et blanc, quelque chose plus deux autres mots aussi, sobre et chic. J'aime bien ça, sobre et chic pour le champagne. Et donc voilà, on a fait
on a essayé de retransmettre quelque chose un peu d'artistique. Je pense que ouais, quand on élève un vin, on essaie aussi d'aller chercher un peu quelque chose d'artistique. Alors tu disais Pont des Arts, oui, très joli ça aussi, ce sont des connaissances que grâce à Rodolphe, ils ont créé ça, Pont des Arts, donc c'est surtout en Asie où ils ont voulu associer l'art et le vin. Voilà, et c'est beau ça, Pont des Arts. Bien sûr. Voilà, donc toujours très sensibilisé. Oui. Ok. C'est avec quelle cuvée le Pont des Arts Alors le Pont des Arts, c'est avec la cuvée, alors c'est avec un millésime 2000, on a commencé avec un millésime 2011, donc un millésime très intéressant, et sur une cuvée un peu comme le cœur de cuvée. Voilà. Ok. Donc c'est vrai qu'on a commencé aussi très très haut de gamme. Ok. On aime bien l'étiquette de Montréal. Oui, 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 tout à fait. Alors là, exceptionnellement, c'est pas nous qui l'avons choisi. Oui. C'est C'est une Thibaut œuvre Pontalier. du début aussi de l'artiste. Exactement. Voilà. Ok. Alors c'est ça aussi qui est assez original, c'est qu'ils choisissent un peu l'œuvre d'un artiste, qui peut être japonais, qui peut être chinois, etc. Plutôt du côté de l'Orient, en fait, du côté de l'Asie. Et chaque année, ça va changer. Ok. Donc maintenant, quand on parle de la famille, le garçon et la fille sont revenus les deux. Tous les deux. Alors, Morgane avait fait un petit stop à la maison pendant un an et demi, un petit peu pour, je dirais, à la fin de ses études, et puis pour apprendre aussi un peu le métier, pour voir différentes choses. Là, elle est partie sur une voie un petit peu différente de la maison Villemar, mais elle a d'autres projets très intéressants pour elle, qui vont être vraiment passionnants. Et Thomas, c'est intéressant, parce que tout à l'heure, tu me demandais un petit peu l'identité de chaque chef de cave, etc. Et Thomas, lui, en fait, il vient pas du tout. Alors évidemment, il a baigné dans ce milieu-là, avec mon père, avec moi, mais il vient pas du tout du monde du vin, de la vigne, de l'élaboration. Il vient du monde du sport. En fait, il a fait des études de sport-études, il a fait des études classiques, sport-études, tennis, et après, il a fait licence STAPS. Et puis, il a fait une école de commerce à Paris dans le sport et le management et le marketing du sport. Voilà. Et en fait, à un moment, il y a 2 ans, il s'est dit, pourquoi pas. Mais j'ai jamais voulu lui dire, il faut que tu reviennes, ou ça serait intéressant. C'est à lui de faire la démarche, et il a senti qu'il avait peut-être quelque chose à faire ici. Voilà. Et je pense que c'est encore plus intéressant quand quelqu'un vient, en plus évidemment de la famille, mon fils, qui vient et qui n'est pas issu réellement de ces études-là, parce qu'il va amener un regard nouveau, quelque chose de différent, quelque chose d'extérieur. Et il y a quelque chose qui est intéressant chez Thomas, il y a 2 choses. C'est qu'il est issu du monde du sport, donc il a appris le goût de l'effort, le goût de se surpasser et d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est très important. Et pour moi, là par contre, tu vois, j'en vois que 2 mots pour l'instant. Il y a 2 mots très importants, 2 valeurs très importantes quand on essaie, parce qu'on fait que essayer, d'être un bon vigneron, un bon éleveur de vin ou chef de cave, c'est patience et humilité. Ça, c'est très important. La patience, il faut du temps. Il faut toujours du temps. Tu vois, l'émotion, on a dû mettre 7-8 ans à la sortir. Le blanc de blanc, j'ai mis 9 ans à la sortir. Et humilité, c'est très important. Parce que je pense qu'on est tout petit et c'est pas nous qui forcément imposons les choses, c'est surtout la nature. Voilà. Et ça, il en a, Thomas. De l'humilité, ça c'est sûr. La patience aussi, il en a. Ouais. Ok. Donc les vins Villemar, je pense que à part le paradoxe de planter plus de chardonnay à riz, il a aussi le fût de chêne et le Saint-Malo. Oui, absolument. Voilà. Ouais, donc on peut parler un peu plus du fût. Oui. Parce qu'avant, il a 20 ans, il a 15 ans, c'était un peu rare quand même, beaucoup plus rare que maintenant. Ouais. Alors, le fût, peut-être on peut se poser la question comment il est réellement, alors pas apparu, mais comment il est resté dans la maison Villemar. Alors c'est parce que en fait, papa, donc 4e génération, pareil, pas du tout issu du monde du vin, mais alors pas du tout. Il a appris le métier avec mon grand-père, et en fait, il était charpentier, ébéniste, homme du bois. En fait, il était compagnon du bois. Donc, il avait déjà cette sensibilité du bois qui m'a transmise. Et c'est vrai que
ça m'a toujours sensibilisé parce que j'ai travaillé aussi un peu le bois avec lui. Et rien que le fait de l'odeur, du toucher, c'est important parce que quand on vient toucher un foudre ou une pièce ou une barrique, il y a ce côté un tout petit peu velouté, velours et puis de chaleur aussi. Et je fais souvent à des personnes qui viennent visiter. Et après, quand on met notre main sur par exemple une cuve en inox, on a des sensations complètement différentes. Ouais. Et il n'y a aucune critique, bien au contraire, c'est juste de l'observation. Et au contraire, que tout le monde ne vinifie pas sous bois, sinon ça serait un petit peu dommage même. Et c'est ça, je trouve, moi, c'est la diversité des champagnes qui font la richesse des champagnes. Donc oui, le bois, le fût, c'est vraiment quelque chose intrinsèque, c'est un peu comme dans nos racines. Voilà. Et c'est vrai que c'est un peu comme une évidence. Alors je vais utiliser des fois des pièces différentes, des volumes différents et puis des élaborations différentes. Ouais. Donc, il devait avoir des moments un peu compliqués pour le marché et les collègues, par exemple, de Champenois, d'être différents, de faire tout sous bois. Oui. Alors moi je crois beaucoup. Tu vois, si tu m'avais demandé un seul mot, j'aurais dit ouais, différence. Ça c'est important la différence. Oui. Parce que si on tombe dans un monde où tout est uniforme, on peut plus choisir. Oui. Par contre, s'il y a des différences, on peut le faire. Et Mais il faut assumer aussi d'être ah oui, différent, bien sûr, il faut bien l'assumer. faire. Ah ouais, d'accord. Mais je pense qu'on l'a toujours assumé Ouais. à travers toutes les générations. Euh, c'est vrai que peut-être papa a plus peut-être subi, peut-être oui, parce qu'à cette époque-là, on regardait les gens vraiment comment ils étaient différents. Peut-être pas d'un point de vue très positif. Voilà. Aujourd'hui, je pense que différent, c'est plutôt positif et objectif. Voilà. Okay. Donc, il avait déjà fait utiliser les fûts de tailles différentes, de l'âge différentes. Alors, il a utilisé que des foudres, qui étaient des foudres neufs, mais évidemment de volumes différents. Ok. Parce que à cette époque, on choisissait pas forcément réellement la taille du foudre. Donc ils sont arrivés, il en a acheté 5 au début, et après plus d'une dizaine, et ils sont arrivés, et après il a fait en fonction de ce qui arrivait. Ok. Donc vous avez plus précis après. Oui, De après, tailles différentes. exactement. Et De puis, l'âge, il en a des cuvées dans les fûts neufs, il en a dans les fûts. ouais, complètement. Et c'est vrai qu'avec le temps, on revient à patience, le temps, ben, on affine ses choix et on trouve un peu son chemin et sa voie, je pense. Ok. Donc, à part les Radaviens, tous les restes sont faits 10 mois dans les fûts. Absolument, oui, c'est vrai. Ok. Dis-moi, parce que il y a une raison. On vendange, évidemment, ça c'est la première base. Ensuite, on va faire la fermentation alcoolique, puis après, on peut parler d'élevage sous bois. On peut parler de 4, 5, 6 mois, 7, 8 mois, mais 10 mois. En fait, ça correspond à un cycle complet pour moi. C'est-à-dire qu'on va partir de la vendange, on va passer la fermentation, l'hiver, la taille, la liure, on va aller aux assemblages, et puis c'est le laps de temps qu'il faut pour qu'il puisse prendre un peu son envol, sa maturité, son identité. Et ça correspond aussi, parce que nous on tire toujours au mois de juillet, ça correspond pratiquement à la fin des travaux dans les vignes. Ça fait un peu comme la fin d'un cycle, et c'est surtout aussi la fin du cycle de l'année du vin, et on met en bouteille. Donc ça c'est aussi une grande étape pour nous de faire notre tirage. Et après, grosso modo, les travaux de vigne sont terminés aussi, et là il y a un tout petit temps de repos. Voilà. Et après on est reparti pour un nouveau cycle pour la vendange. Ok. Et il y a aussi une petite question technique évidemment, c'est que on va laisser très peu de temps les foudres, les pièces de vigne. Oui. Voilà, 2 mois maximum, et ça techniquement aussi c'est intéressant. Ok. Donc les critères de choix pour les fûts. Alors, toujours quelque chose qui va pas du tout marquer, qui va pas venir masquer, transformer le vin, mais plutôt l'accompagner. Voilà. Donc, alors c'est vrai que les fûts, c'est vraiment une tonnellerie très spécifique en Bourgogne qui est d'Amy. Et aujourd'hui, j'ai reconstruit une deuxième foudrerie, après aussi d'autres petits foudres. Et j'ai trouvé une autre maison familiale, évidemment. D'Amy aussi est familiale. Et pour les foudres, c'est la maison Rousseau. Parce que
j'avais eu la chance et l'expérience de pouvoir aller avec eux en Bourgogne et ils m'avaient fait déguster dans des petits foods de 12, 13, 14 hectos, donc qui sont des petits foods, mais où on a une grosse masse de bois en fait par rapport au volume de vin, et là ça marquait pas. Donc ça m'a vraiment intéressé et c'est ce que je recherche en fait. Ok. Donc, il faut choisir les fûts, mais aussi choisir les fûts pour chaque cuvée. Oui, oui, c'est vrai, pour chaque cuvée. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tout développer aujourd'hui, mais ça va être des fûts de 228 litres pour les cœurs de cuvée et les grands celliers d'or, parce que j'aime beaucoup ces volumes-là. Pour le blanc de blanc, ça va être plutôt entre des pièces de 228 litres, des pièces bourguignonnes, et aussi des petits fûts de 10 hectos, où on a, c'est le plus petit foudre au monde, 10 hectos, 1000 litres, c'est le plus petit foudre, et on a un très joli rapport bois-vin. Ça fonctionne, je trouve que ça fonctionne bien. Ok. Donc, on peut aussi parler de sang malolactique. Oui. Parce que c'est toujours le choix. Oui, ça c'est toujours un choix. De la maison. Oui, absolument. Ou le tien. Ah oui, c'est un choix. Alors que j'ai affiné avec le temps, parce que papa en fait, des fois on faisait pas, mais ce qui s'est passé c'est que je l'ai vraiment bien affiné. Je me suis rendu compte que année après année, vendange après vendange, on avait toujours des très jolis pH inférieurs à 3. Donc on avait déjà cette structure en acidité, mais jamais une acidité trop mordante, trop percutante. C'est ça aussi sur les chardonnays de Rully, de notre terroir, qui sont assez révélateurs. Et on a quand même cette vinification sous bois, et je me suis aperçu que vinification sous bois plus sans malo, et bien en fait ça faisait un équilibre. On n'avait pas ce côté oxydé ou sur oxydation, et en fait on gardait une sorte de tension mais constante. Et cette non malolactique en fait, eh bien amène comme une seconde vie au vin, et surtout ça nous donne une sorte d'énergie et de potentiel de vieillissement qui est impressionnante. Là on vient d'avoir l'occasion de déguster un Grand Cellier d'Or ensemble, un Grand Cellier d'Or 2000, alors on a commencé par un 2017 et on est allé un petit peu juste à l'aveugle jusqu'en 2009. On n'avait pas mutuellement l'impression que ça avait pareil 8 ans, supplémentaires de vieillissement. Et en fait on garde ce côté de fraîcheur, d'énergie dans le temps. Voilà. Okay. Mais nous les professionnels du champagne, on apprécie bien cette acidité. Pour les clients finaux, est-ce qu'il y a des difficultés sur les autres marchés, par exemple? Alors, non. Ou les vins sont vendus principalement au restaurant, donc ça va? Oui, bien sûr. Ou à des particuliers aussi, dans le monde. Alors, très, très bonne question, parce qu'en fait, je vais aller finir et affiner ça avec un petit peu d'expérience depuis une vingtaine d'années, mais avec minimum 1 an de dégorgement. Okay. Il est clair que si on commercialisait une bouteille de nos champagnes juste à 2 mois de dégorgement, je suis d'accord, tu as tout à fait raison, on serait encore tendu, on serait encore sur un vin fermé. Comme on travaille beaucoup sur le temps de dégorgement, qui est à minimum 1 an, des fois 2 ans pour les cuvées comme les blancs et émotions, ben en fait on a une sorte d'équilibre qui se fait entre le vin et cette dernière étape de dégorgement. Et en fait, c'est une sorte d'harmonie. Et en fait, le dosage vient juste harmoniser ça et le vieillissement aussi. Et en fait, on a quelque chose qui est beaucoup plus soyeux, qui est beaucoup plus, j'allais dire, gourmand aussi, et qui vient pas du tout rendre agressif la dégustation. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas de pas chercher de faire extra brut, nature. Non. Non, parce que en fait, ça ne s'apparente pas trop à nos vins, à part le blanc, évidemment, qui est en extra brut, mais on ne le sent pas forcément. Et je dis toujours, nos dosages sont en harmonie avec nos vins. On va 2-3 mois avant le dégorgement, on fait des essais, avec des essais de dosage faibles, moyens, un peu plus élevés, et on le fait. Et en fait, suivant nos sensations, nos expériences, on va dire ben voilà, c'est tel dosage qui va correspondre. Mais on n'a pas d'a priori avant. Et attention, on n'est pas ici à Rilly, on n'est pas sur un 100% meunier vinifié en cuve en inox et avec malo. On est
pratiquement avec une très grande majorité de chardonnay sur des terrains calcaires, vinification sous bois et sans malo. Donc tu vois, souvent il y a toujours cette question, le dosage. Comment vous dosez vos vins, quel est votre dosage? Je veux dire, attendez, on va déjà parler de l'élaboration, du terroir, du vin et de ce que l'on fait. Parce que un dosage, en fait, se calcule, se dose avec le vin. Voilà. Bon, après tout ça, c'est aussi à nous, les connaisseurs, amateurs, restaurateurs ou importateurs, à garder un peu les vins qui ont un grand potentiel de garde. Exactement. Ça c'est pour ça qu'on a, j'ai eu cette envie depuis 20 ans, 25 ans de créer des œnothèques à la maison. On en a 5, on en aura bientôt une 6e avec Thomas, où on garde chaque année une petite quantité de grands celliers d'or, de grands celliers, de cœurs de cuvée, de blanc de blanc, d'émotion aujourd'hui, et puis on les met en cave. Mais j'allais dire, on joue le jeu, c'est-à-dire que elles sont habillées, elles sont comme si elles allaient partir de la maison, sauf qu'en fait elles restent et elles vont prendre encore une seconde maturité. Et là, on atteint au bout de, j'ai pas de chiffre, mais 3, 4, 5, 10, 15 ans, une sorte d'harmonie, de plénitude, une sorte d'équilibre. Et aujourd'hui, je ne sais pas encore jusque quand, parce que à chaque fois, je suis surpris, mais d'une façon très positive. Okay. Voilà. C'est vraiment pour le cercle des amateurs Vienna. Oui, c'est des amis, des amateurs, de ceux qui ont envie, en fait. Voilà, parce que, en fait, si tu me demandais pourquoi je fais ce métier, en fait, c'est pour le partager. Je pense qu'on est là dans le partage, et il y a un mot que j'ai oublié, c'est transmetteur. Moi, je suis juste transmetteur entre la 4e et 6e génération. Voilà, on est une bonne partie de cela. Ok, on pense à Wilmar et à Laurent-Champ, c'est carré, c'est perfectionniste, c'est tout. C'est vraiment la personnalité ou c'est de l'expérience? Oui, c'est vrai. C'est expérience, oui. Le fond de l'homme est fait comme ça. Je ne peux pas travailler différemment. C'est-à-dire que il faut que ce soit précis. Pas parfait, parce que rien n'est parfait, bien sûr. Mais par contre, je vais aller chercher quelque chose de haut, quelque chose de beau, quelque chose d'équilibré. Moi, je crois que j'aime bien aussi ce mot équilibre. Équilibre, harmonie, même si peut-être que je ne l'atteins pas, certainement. Mais cette façon de travailler, oui. Parce que peut-être aussi, c'est ma vinification, tout est sous bois. Et je pense qu'à partir du moment où on travaille sous bois, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit précis, il faut que ce soit net. Voilà. Mais c'est ma façon. C'est juste ma façon. Hein. Je ne dis pas qu'il faut que les autres soient comme ça, bien au contraire, parce que chacun a sa propre voix. En fait, il y a un mot aussi, sa propre intuition. Voilà, moi j'aime bien aussi l'intuition. Je travaille beaucoup aussi à l'intuition. Okay. Voilà. Mais je suis comme ça. Non seulement les amateurs, hein, mais les amis vignerons aussi apprécient quand tout le monde, quand il parle, Wilmar, Laurent-Champ, c'est propre, net. Oui, je sais. Oui, c'est vrai. On voit aussi la décoration de la nouvelle salle. Oui, c'est vrai. Alors ça, c'était encore une étape pour la maison Wilmar, parce que on était beaucoup dans l'élaboration, dans le côté un peu plus sombre, un peu plus hermétique et tout. Et je voulais avoir un espace où on puisse déguster, mais avec un peu plus de lumière, ouvrir un peu plus Wilmar. Et je pense, avec tous les commentaires amicaux, etc., que l'on reçoit, oui, je pense que ça fonctionne. Voilà. Il faut être précis, propre, mais réfléchi aussi. Oui. Pas simple. Non, réfléchir, oui. Je réfléchis beaucoup. Ça, je réfléchis beaucoup. C'est pour ça que tu ne voyages pas entre mai et septembre. Exactement. Chaque année. J'aimerais beaucoup, parce que je trouve que le voyage t'amène autre chose. C'est pour ça que dès les années 95, j'ai aimé. C'était pas évident hein, de partir comme ça et puis d'essayer d'aller un petit peu en Angleterre, un peu au Japon, un peu aux États-Unis. Mais quand on revient, on a un esprit, on a vu quelque chose de différent, on a appris des choses différentes, on a côtoyé des personnes différentes et en fait, ce sont elles aussi qui nous font avancer et on reste pas juste dans son monde à soi, hermétique. Et c'est vrai que tu as raison, donc là de mai à jusqu'à fin septembre, fin de novembre, c'est vraiment la période critique
pour nous, c'est là où on est un peu plus stressé, on est un peu plus, évidemment, énormément sensibilisé au vignoble. Je me déplace peu. Ok. Parce que j'y croyais pas au tout début, tu vois, comme je pensais pas forcément faire ce métier, mais avec le temps, j'ai l'impression que les racines, elles sont de plus en plus profondes et je suis enraciné ici. Ok. C'est fou, tu vois, enraciné, puis après, hop, dès que la récolte est rentrée, hop, ça va. Hop, on peut, c'est comme si les feuilles se refermaient, elles vont tomber, et puis hop, là, on peut partir un peu. Donc, c'est vraiment toi qui as ouvert tout le marché export, on peut dire. Oui. Mhm. Ok. Oui, oui, c'est vrai. Ben, Combien tu fais? Parce alors, que maintenant, les premiers marchés de Weimar, c'est les États-Unis. oui, alors c'est États-Unis, c'est Angleterre, Italie, l'Asie maintenant. Mais on est très heureux d'être évidemment en Chine. Et en plus, en Chine, un peu au Japon, Singapour. Ben, en fait, au tout début, c'était beaucoup plus compliqué parce que Wilmar n'était pas forcément connu. Donc il fallait créer l'envie, en fait. Il fallait expliquer ce que l'on faisait. Et puis voir, en fait, il n'y a pas de secret. Il faut que les personnes dégustent. Elles aiment ou elles n'aiment pas. Ce que je comprends tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus facile parce que, en fait, on vient nous voir et on dit, ben voilà, on aimerait bien vous importer, etc. Mais j'ai toujours choisi un importateur. D'abord, il faut qu'il y ait un côté humain. Ça, c'est très important pour moi. Et puis qu'ils comprennent aussi un peu où on veut aller et notre philosophie. Voilà. Et s'il y a cet ensemble-là, ben ça fonctionne. Ok. Voilà. Tu trouves une différence entre les pays asiatiques et les Américains, par exemple? Oui, Ou les Européens? bien sûr, oui. Ben, alors, si on prend Europe ou États-Unis par rapport à l'Asie, ce sont des marchés qui sont beaucoup plus matures. Oui. Donc c'est plus évident, plus facile. L'Asie est un marché passionnant. Il s'ouvre, mais il va falloir encore du temps. Heureusement que tu es là pour les éduquer, pour faire des séminaires, pour leur expliquer. Et la personne asiatique, je pense, alors on peut se rejoindre, je pense qu'elle a un esprit très carré, elle veut apprendre, elle est très curieuse, mais elle veut comprendre aussi. Donc, j'ai l'impression que ça se fait par étapes. Tu vois, tout se fait par étapes. C'est un peu dommage, les 2 premiers salons que j'ai faits, tu n'étais pas là. Non, Weimar était présent, mais tu n'étais pas là. Oui, je suis désolé. Mais j'ai pas encore le ton d'ubiquité, de duplicité, malheureusement. Mais ça va venir, ça va Bien venir. sûr. Parce que dans ton imagination, les Chinois sont comment? Ou les retours du marché jusqu'à maintenant? Eh ben, Parce que jamais été en Chine pour l'instant. non. J'ai juste eu la chance d'aller à Hong Kong et puis Japon. Eh ben, je sens des personnes qui sont éprises d'envie de connaître le champagne, le vin, mais ils sont, comme je te dis, ordonnés, carrés. Il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils comprennent comment ça fonctionne, c'est-à-dire dans les vignes, l'élaboration, parce qu'on en reçoit depuis longtemps, et ils posent des questions. Il faut qu'il y ait que tout le système en fait se mette en place et puis qu'ils comprennent un peu de A à Z. Oui. Ça c'est important. L'éducation, la formation, tout ça c'est important. Exactement. Ouais. Et après moi je me pose aussi des questions un peu sur leur palais, sur l'envie, comment ils dégustent, comment ils ressentent aussi notre vin. Je peux comprendre que l'acidité peut être aussi un marqueur pour eux. Voilà, peut-être plus habitués à des vins rouges avec le côté tannique. Et peut-être pour ça aussi, peut-être que nos vins peuvent les intéresser parce qu'il y a un côté aussi précis, élégant, mais aussi un peu gourmand. C'est le début du marché, donc les gens ils prennent l'habitude aussi. Ouais. Parce qu'avant on buvait du champagne rarement, et maintenant beaucoup plus au restaurant à table, donc ça aide aussi. Ouais. Et ça c'est une grande chance depuis 10-15 ans que le champagne, je pense, est reconnu comme un vin, je veux dire, enfin. Et puis à nous aussi de le montrer, de le faire déguster comme ça, et de pouvoir l'associer aussi avec la gastronomie au cours d'un repas. Parce que les autres marchés ont vécu ça aussi. Oui, absolument. Okay. Mais il a fallu aussi du temps. Oui. Il a fallu du temps au Japon, il a fallu du temps à tout l'hémisphère nord, Norvège, Suède, etc. États-Unis aussi, il a fallu un peu de temps. Il faudra aussi un peu de temps à la Chine, à l'Asie. Pour comprendre tout ça, il faut venir. La cuisine, les palais, les gens. Absolument. Expliquer. Ouais, exactement. Ok. Donc tu penses qu'il a des atouts de champagne Weimar sur le marché chinois?
même Je si tu pense. n'y es jamais allé. Alors, pas jusque-là. Mm. Oui, je pense que oui, parce que, en fait, c'est le vin, en fait, c'est quoi? C'est avoir envie et se faire plaisir. Je pense que c'est ça. Et chaque être humain, au fond de soi, il a envie de ça. Je pense, à un moment donné, Mm. euh, de la semaine, du mois ou de sa vie, il a vraiment envie de se faire plaisir. Mais il faut qu'il découvre et qu'on lui explique. Oui. Voilà ce que tu fais. Et je pense que oui, je pense que il y a, il y a toujours des possibilités le monde, l'humain, je pense, est curieux et, est rempli de, il y a plein de choses à faire, bien sûr. Ok. On revient aux fondamentaux. On passe des années à faire autant de choses pour partager le plaisir. Exactement. C'est vrai, c'est ce que j'essaie d'expliquer à la fin d'une visite, c'est que vous avez vu tout ce temps, on a passé 3-4 ans pour un nom millésimé, on a passé 7-8 ans, 9 ans pour une cuvée haut de gamme millésimée, plus d'une centaine de différentes opérations manuelles, parce Oui. que la main, c'est très très important chez nous, il y a l'esprit mais il y a la main. Et vous voyez, en quelques minutes, en même pas une heure, on a dégusté, on a dégusté notre flûte de champagne. Voilà, c'est vrai. Ok. Très bien. Merci. Ben, merci à toi, Leï. Merci beaucoup. Et puis surtout d'être notre ambassadrice avec tous tes collègues et puis tes 4 bureaux en Chine, de toujours expliquer, d'essayer de faire vivre notre passion et qui est aussi C'est la aussi tienne. le partage. J'aime bien partager. Absolument. Voilà. Et nous, on l'élabore pour le partage. Voilà. Voilà. Merci, Leï. Come bye. Ok.可以吗？